Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, après le président de la République Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex a effectivement précisé un certain nombre de points déjà annoncés par le président de la République. Donc, la situation cette fin novembre est différente de ce qu'elle était en mai dernier lors de la sortie du premier confinement. Les conditions climatiques hivernales et l'approche des vacances de fin d'année sont deux facteurs de risque très importants que nous n'avions pas au printemps dernier. Mais au-delà de ça, il y a cette gestion depuis janvier. Nous sommes en novembre, je le rappelle, presque en décembre, de cette terrible pandémie du Covid-19. Alors on ne va pas jeter la pierre, on n'était pas à leur place, on n'est pas au pouvoir, mais quand même il s'est passé beaucoup de choses. On ne va pas faire tout le bilan, mais on va en parler effectivement avec François-Xavier Bellamy, qui est professeur de philosophie, qui est député au Parlement européen, au groupe du Parti populaire européen, les démocrates chrétiens. Bonjour François-Xavier Bellamy. André Berkov. Oui. Écoutez, justement, on aimerait tout à fait entendre votre analyse et vos sentiments sur quelque chose, parce que en même temps que vous avez entendu, je ne sais pas, dans le début de l'émission, mais on va passer assez rapidement sur l'anecdote. Oui, les stations de ski seront ouvertes, mais pas les remontées mécaniques, même pas d'ailleurs le remonte-pente, enfin bon. Et puis, il annonçait l'année de la gastronomie française en 2021, au moment où les restaurateurs nous verront pas avant de janvier 21. Et puis, il a aussi annoncé ceci en ce qui concerne les lieux de culte. Écoutez. C'est également le week-end prochain qu'interviendra la réouverture des lieux de culte pour leurs fidèles, mais cette réouverture ne peut être que progressive. En effet, les lieux de culte ont été, en France comme ailleurs, des lieux de contamination. Et la circulation virale demeure encore forte dans notre pays. Ces lieux accueilleront d'abord 30 personnes, dans le respect des règles sanitaires. Puis cette jauge évoluera progressivement. Voilà, puis cette jauge évoluera progressivement. Mais François-Xavier Bellamy, évidemment, vous avez répondu, vous avez fait un tweet qui a été très très repris là-dessus et puis sur d'autres choses. Mais je voudrais vous faire réagir plus généralement. On l'a vu ici dans cette émission, on a reçu un certain nombre de professeurs à l'Île-de-France, à Marseille, un peu partout, qui ont dit que le déconfinement n'était pas du tout corrélé avec la baisse d'activité du virus, le déconfinement, etc., etc. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Je voudrais avoir votre avis sur cette gestion, quand même, gouvernementale depuis quelques mois. Écoutez, André Berkov, moi, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai longtemps pensé, au fond, qu'il était difficile de se mettre à la place de ceux qui nous gouvernent et que cette crise, elle est compliquée. Je le vois au Parlement européen, tous les pays européens font face et c'est difficile. Mais là, vraiment, on ne peut pas retenir sa colère devant la folie à laquelle on assiste aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, on avait jusque-là des décrets qui définissaient ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. On pouvait acheter des tringles à rideaux, mais on ne pouvait pas acheter de rideaux. On pouvait acheter des sapins de Noël, mais on ne pouvait pas acheter de guirlandes pour les mettre dessus. Maintenant, on peut descendre les pistes de ski, mais on ne peut pas les remonter. Tout ça n'a aucun sens et tout ça est totalement disproportionné par rapport à la nécessité de la lutte contre l'épidémie. Je crois qu'on est en train de détruire notre économie, de détruire les forces vitales de notre pays avec des mesures qui asphyxient la société française sans vraiment nous protéger. Je crois que Jean Castex était supposé incarner le retour à une forme de bon sens, à une France des territoires qui allait apporter des réponses différenciées et mesurées à la gestion de l'épidémie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tous les restaurants de France soient fermés dans tout notre pays et que, sans aucune espèce de relation avec la situation épidémique des régions françaises, on impose les mêmes règles partout. Ils ont investi, les restaurateurs, ils se sont donné du mal pour pouvoir garantir à leurs clients la sécurité et la protection quand on vient dans leurs établissements. Aujourd'hui, on les maintient fermés pour de longues semaines encore et après on leur offre cette espèce de couronne de fleurs sur leur cercueil avec une ironie scandaleuse en déclarant que 2021 sera l'année de la gastronomie. Mais ça n'a aucun sens. Une fois qu'on aura détruit notre gastronomie française qui fait vivre, rappelons-le, 1 million de personnes en France, ça n'est quand même pas rien. Une fois qu'on aura détruit tous ces emplois,
on fera de grandes déclarations politiques. Je suis désolé, mais moi, je ne peux pas ne pas être en colère quand j'entends le désespoir de ceux qui, aujourd'hui, sont empêchés de travailler, empêchés de réouvrir, alors que les chiffres sont très éloignés de la catastrophe qu'on nous avait prédite. Bien sûr, la situation est difficile. Bien sûr, il faut prendre des mesures. Bien sûr, il faut lutter contre l'épidémie. Mais il faut, et c'est capital, que ces mesures soient proportionnées. Et je termine simplement d'un mot en vous disant que ce qui est très grave, c'est que l'absence de proportion, au fond, elle témoigne du fait que ceux qui sont chargés de nous gouverner dans une démocratie, ceux qui sont chargés de protéger les libertés publiques et qui ne devraient y toucher qu'avec des scrupules infinis et avec la main qui tremble, sont rentrés dans un délire d'hyper-contrôle qui fait que nos libertés les plus fondamentales sont remises en cause. C'est le cas en particulier de la liberté de culte. Qu'on soit croyant ou non, la liberté de culte, c'est une liberté qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, pour la première fois en France, on voit cette liberté suspendue et d'une manière aberrante. Le président de la République lui-même avait reconnu que cette jauge de 30 personnes était absolument ridicule. Il avait reconnu dès le soir de son intervention, en parlant avec le Mais président alors de la pourquoi, conférence des à votre avis, c'est au philosophe oui, pardon François-Xavier Bellamy, c'est au philosophe que je m'adresse. Comment vous expliquez deux choses? D'abord, que Jean Castex persiste et signe, quoi, c'est une manière de dire qu'il existe et qu'il a sa personnalité propre. Et puis surtout, cette gestion technocratique. C'est quoi? C'est une technocratie devenue folle, transformée en autoritarisme. Il y a quand même quelque chose de très, très préoccupant, hein. C'est-à-dire, je m'adresse aussi bien aux citoyens qu'aux députés, aux professeurs de philosophie. Il y a quelque chose quand même qui, à un moment donné, dérape complètement en disant, voilà, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons, et le reste, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, on est le camp du bien et on va décider. Encore une fois, il est normal que l'État prenne des mesures pour lutter face à l'épidémie. Je ne dis pas que ce soit aberrant, mais aujourd'hui, c'est clair qu'on est rentré dans ce que le maire de Cannes, David Lisnard, appelait dans une tribune récente au Figaro la folie administrative française. Elle existe depuis longtemps, cette dérive de notre administration de vouloir tout régenter, tout contrôler, tout normer. Je le vois aussi depuis le point de vue européen. On est un pays qui est hyper réglementé, hyper fiscalisé, le pays qui prélève le plus de prélèvements obligatoires au monde. Donc un pays où le poids de l'administration est très important et on l'a toujours vécu. Mais dans cette crise, au fond, cette crise, c'est un révélateur. Cette crise, elle montre le système dans lequel on s'est enfermé et dans lequel, au fond, dont Emmanuel Macron est sans doute l'incarnation. Et on le voit très bien avec cette règle sur les cultes. Pardon, j'y reviens, mais c'est vraiment fondamental. Lors du premier confinement, j'avais écrit avec plus de 60 parlementaires un texte pour dire que les biens essentiels pour les hommes et pour les femmes ne sont pas seulement les biens matériels et qu'il faut faire droit aussi à cette dimension de notre existence qui n'est pas faite uniquement des besoins primaires de nos corps. L'homme ne vit pas seulement de pain. Et même quand il meurt d'ailleurs, on vit dans une société, dans un pays dans lequel des gens qui sont morts du coronavirus n'ont pas eu droit à un véritable enterrement, à une véritable inhumation. Et je crois que dans ce deuxième moment de confinement, avec cette restriction, encore une fois, absurde, une restriction aberrante quand on y pense, 30 personnes pour quelques lieux de culte que ce soit. Mais quand vous dites, c'est comme dans les régions, les cathédrales sont traitées comme les paroisses, enfin comme la les cathédrale de Chartres, c'est 5200 mètres carrés. Et vous allez limiter à 30 personnes le nombre de gens qui s'y réunissent. Ça n'a littéralement aucun sens. Et aucun esprit attaché à la liberté ne devrait supporter qu'aujourd'hui, le pouvoir impose des règles aussi absurdes pour restreindre nos libertés les plus fondamentales. Alors justement, la question que je voudrais poser, c'est aussi au François-Xavier Bellamy des Républicains, etc. Comment vous expliquez, le citoyen français que vous êtes, l'absence quasi assourdissante, à part quelques voix dont la vôtre, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais enfin quand même, de l'opposition? On a l'impression, alors je parle aussi droite à gauche, bon, on entend quelques personnes, mais franchement, on a l'impression qu'il y a un pouvoir, le pouvoir exécutif, que le reste, c'est des chambres d'enregistrement, pour ne pas être plus sévère, et qu'il n'y a pratiquement plus d'opposition. Pourquoi ? D'abord, l'opposition, par définition, elle n'est pas en responsabilité. Oui, mais elle pourrait parler un peu plus fort, plus haut, quand même, on est d'accord. Moi, je crois que beaucoup parlent depuis le début de cette crise, mais c'est vrai, vous avez raison de le dire, à titre personnel. Je vous donne mon sentiment personnel. Oui. Depuis le début de cette crise, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait s'exprimer sur ces questions avec beaucoup d'humilité, parce que
être au pouvoir dans un moment comme celui-ci, c'est nécessairement faire face à un défi difficile qui suppose justement de prendre des mesures qui sont compliquées. Donc, je n'ai jamais voulu, comme certains qui prétendent qu'ils savent tout mieux que tout le monde, donner des leçons à la majorité et au gouvernement. Mais aujourd'hui, si vous voulez, j'éprouve vraiment un sentiment de révolte devant le caractère manifestement absurde des règles qui nous sont imposées. Ça ne m'empêche pas par ailleurs de consacrer toute mon énergie, et c'est le plus important, à travailler autant que je peux pour faire en sorte d'aider les Français à surmonter cette crise. Et je le fais depuis le Parlement européen, et c'est là-dessus que je me consacre au quotidien avec tous les élus de notre délégation au Parlement européen. On travaille sur la question de la relance de nos économies, on travaille sur le soutien à apporter à nos agriculteurs, à nos pêcheurs. On travaille sur tous ceux qui sont directement touchés par la baisse de l'activité dans nos entreprises, dans nos industries. Et sur quoi les Français nous attendent, c'est pas d'abord dans les leçons qu'on pourrait donner au gouvernement, mais c'est d'abord dans l'action concrète que nous pouvons apporter pour contribuer à préserver notre pays de la crise dans laquelle il s'enlise. Oui, mais je comprends, mais je ne discute pas du travail au Parlement européen, François-Xavier Bellamy. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, et vous l'avez dit vous-même, et vous le voyez, il n'y a pas que les restaurateurs, l'événementiel. Vous savez qu'il y a des tas de gens, et on le reçoit tous les jours, qui ne sont pas, qui ne cochent pas les bonnes cases, et qui sont vraiment sans chômage, sans indemnité, sans chômage partiel, sans tout ce soit. Et on a l'impression que voilà, ça continue, il n'y a rien. Est-ce que quand même, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de révolte? Je dis, j'appelle pas à la révolution, mais quand même une réaction, au bon sens du terme. Il faut bien sûr un réveil. Encore une fois, je ne suis pas resté silencieux au cours des derniers mois. Vous m'aviez d'ailleurs invité pendant le premier confinement et on avait déjà partagé un constat assez inquiet sur la situation actuelle. Maintenant, bien sûr, il faut effectivement un réveil. Je crois que ce que ne comprennent pas peut-être ceux qui nous gouvernent, c'est que les aides publiques ne suffiront jamais à se substituer à l'activité détruite. Jamais. D'abord parce que vous l'avez dit, il y a des gens qui sont en dehors des critères. Je pense à la parole courageuse de Philippe Etchebest, ce restaurateur qui a rappelé récemment que beaucoup passaient à travers les mailles. Je pense à la tribune publiée par de nombreux restaurateurs aujourd'hui dans le Figaro qui expliquent leur détresse profonde devant le fait que ce qui leur est donné, c'est seulement une aide qui correspond à 20% d'un mois d'activité de l'année dernière, c'est-à-dire quasiment rien. Tous ces gens-là aujourd'hui sont en train de voir leur activité mourir. Donc bien sûr, il faut un réveil dans tous les secteurs économiques. On a besoin de retrouver de l'activité. Et puis, je crois que c'est encore une fois fondamental. C'est un débat pour sauver notre économie, mais c'est aussi un débat pour sauver nos libertés. Nos libertés. Parce que ces libertés-là, elles sont cruciales et que nous n'avons pas le droit de les laisser disparaître dans des mesures qui, une fois de plus, je le répète, sont manifestement aberrantes et inefficaces pour lutter contre l'épidémie. Merci François-Xavier Bellamy, merci de cet éclaircissement. Je rappelle François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie et député au Parlement européen au groupe du Parti populaire européen. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. André Berkoff reçoit Alexandre Langlois, un policier qui démissionne.